Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, on va répondre à des questions qui ont été posées sur Discord. Alors, j'aurais pu aller chercher toutes les questions qui sont dans les commentaires des vidéos et tout, mais honnêtement, il y en a beaucoup, donc merci. Mais par contre, il y en a beaucoup auxquels je peux pas vraiment répondre. Par exemple, quand on me demande est-ce que tu sais si pour tel produit de jeu de rôle, il reste des exemplaires, je sais pas quoi, enfin, je peux pas faire le tracking de ces trucs-là. Je ne suis pas le service après-vente des jeux de rôle. Un peu pareil pour certaines questions, genre par exemple sur des reviews. En l'occurrence, comme est-ce que tu as lu ce jeu de rôle-là, etc. Bah, je lis toujours beaucoup de jeux de rôle. J'ai vu passer des trucs, par exemple, est-ce que tu penses quoi du Black Sword Hack? Tu penses quoi de ceci, de cela? C'est des jeux que j'ai lus, mais je n'y ai pas joué. Et moi, je vous parle des trucs que je fais. Donc, je peux pas répondre à toutes les questions. Néanmoins, aujourd'hui, je vais essayer de répondre aux questions qui étaient posées sur le Discord. Donc, on est parti. Quel est le jeu qui t'a posé le plus de soucis au départ et dont tu as obtenu le plus de plaisir à la fin? Alors j'avais vu qu'il y avait une autre question un peu dans le même sens sur un peu l'apprentissage des jeux. Est-ce qu'il y a des jeux avec des phases d'apprentissage plus ou moins courtes, longues, etc. Comment estimer la phase d'apprentissage nécessaire pour son jeu, articuler ça avec le choix de format, etc. Bon, c'est des questions qui sont relativement complexes, en particulier la deuxième en termes de développement. Moi, je vais vous répondre mon propre avis. Donc, si on devait prendre déjà un jeu qui m'a posé plus de soucis au départ et dont tu as obtenu le plus de plaisir à la fin, la question je la trouve bizarrement tournée parce que ce serait partir du principe. Enfin, je comprends pas bien. En fait, pour moi, un jeu qui me pose des soucis au départ, c'est rarement celui qui va me donner le plus de plaisir à la fin, en général. Parce que moi, tout simplement, les jeux que j'aime bien, c'est ceux où dès la première session, on s'amuse, quoi. Si c'est laborieux à la première session, il y a beaucoup de chances que je continue pas. C'est un peu comme quand vous lisez un livre, vous commencez à lire les premières pages. Vous dites, bon, ça me tente pas trop, etc. Il y a beau avoir des gens qui disent que c'est génial. Hein. Là, ça me chauffe pas. Et puis, il y a des gens qui vous disent, non, mais attends, le tome 2, en fait. Le tome 1, il est pas ouf. Mais le tome 2, ça commence à être intéressant. Ou lis au moins jusqu'à la page 250. Parce qu'à la page 250, c'est là que ça commence. Moi, ça, c'est un peu un tue-l'amour pour moi. J'aime quand je joue à un jeu, dès la première session, on s'amuse, en fait. Parce que j'ai un temps à accorder au jeu auquel je joue. Ensuite, pure question de goût, j'aime les jeux qui sont très accessibles instinctivement. C'est-à-dire que ça va un peu dans le même sens. Dès le départ, on arrive à jouer et en fait, on ajoute de la complexité. Tout le reste est vraiment optionnel, n'est pas intriqué dans les règles de base et on va pouvoir faire en allant, quoi. Donc déjà, ça met beaucoup de jeux un peu à la porte parce qu'il y a beaucoup de jeux, si vous voulez, qui sont pas vraiment présentés en termes d'options, etc. C'est pas très clair. Et moi, j'aime pas retirer des trucs du jeu. J'aime bien ajouter au fur et à mesure des choses. Donc ça fait que beaucoup de jeux qui sont, je vais pas dire qu'ils sont compliqués ou qui sont nuls. Hein, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens, ils aiment bien se farcir ce genre de trucs dès le départ. Et en général, ils disent oui, c'est parce que c'est plus riche, etc. Pour moi, la richesse d'une partie de jeu de rôle n'a rien à voir avec ses mécaniques. Les mécaniques peuvent permettre d'ajouter une sorte de complexité, augmenter le côté building, faire en sorte qu'il y ait des côtés méta supplémentaires qui peuvent nous intéresser, de gestion de règles et tout. Mais pour moi, déjà, j'aime quand un jeu, dès la première partie, ça me semble riche et aussi intuitif et aussi simple, et qu'on ajoute des règles en fait quand on a envie de faire des trucs que le jeu n'a pas tout à fait prévu dans son système de base. Ça, c'est vraiment ce que je préfère, c'est quand il y a des petites options à ajouter en plus. Donc, ça vous donne une idée de mes goûts. Donc, dans les jeux qui ont pu, par contre, qui sont les exceptions qui confirment la règle, on va dire. Parce que y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Par exemple, Iron Thorn, pour moi, c'est un jeu à la base qui est pas du tout instinctif pour moi. C'est-à-dire que déjà, il utilise un truc que j'aime pas trop, c'est-à-dire des moves. J'ai adoré la lecture des PBTA et j'ai appris plein de trucs de game design, de techniques pour MJ, machin, truc, dans des PBTA et que je vais utiliser dans tous les autres jeux. Mais à la fin, les mécaniques de move, je n'aime pas ça. Les mécaniques de move, j'entends, quand on fait une action, en fait, on se pose la question, est-ce qu'il y a une règle pour cette action plutôt que ce soit le MJ qui se dit ah là il y a un enjeu, vas-y jette les dés. C'est vraiment en mode ah dans ce jeu à ce moment-là il faut jeter les dés, regarder les différents résultats que nous propose une règle spécifique, etc. Cette mécanique-là, je n'aime pas en fait en jeu de rôle. Mais bref, pour autant, Iron Thorn par exemple, c'est un jeu qui fonctionne comme ça et j'ai passé du temps dessus et c'était très très cool. Donc ça m'a posé souci au départ et finalement j'ai pris plaisir. Mais est-ce que je peux dire que c'est ce qui m'a fait le plus plaisir à la fin, si je prends vraiment la question telle qu'elle est formulée? Clairement pas. Iron Thorn, c'est pas un jeu auquel je vais retourner tout le temps. Et en fait, au final, si je devais jouer un truc à la Iron Thorn, en voulant garder ces mécaniques-là, en voulant garder le style Iron Thorn, en fait, j'en retirais des moves, tout simplement. Pour moi, et là, je sens que ça va faire crisser les dents de certains, mais vraiment, je trouve qu'il y a des jeux où les mécaniques sont ultra superflues. Je vois pas la plus-value, en fait.
Alors, de la même manière, pour vraiment m'expliquer, vous voyez, on pourrait dire qu'une partie de jeu de rôle, ça se compose de l'ambiance autour de la table, de ce qui a été préparé, des idées des joueurs, juste de l'amitié joueur-MJ, une bonne communication, une bonne ambiance, une bonne énergie. Il y a vraiment plein de facteurs. Et puis, il y a les mécaniques, et puis il y a l'univers, et puis il y a machin. Et tout ça, c'est l'expérience jeu de rôle. Et à la fin, en fait, moi, les mécaniques, vraiment, c'est pas ça qui va vraiment chambouler ma partie, ce qui va le plus m'impacter. Ça a un impact, c'est important, mais c'est vraiment une petite composante parmi d'autres. Et donc en fait, j'ai du mal à comprendre les gens qui sont en mode non mais si tu joues à ce livre exactement by the book, etc., là tu vas ressentir un truc, une petite effluve, un truc unique à ce jeu. Très souvent, je ne l'identifie pas. Genre vraiment, je ne ressens pas le besoin spécifique d'aller chercher cette petite règle bien précise et de la respecter à la lettre. Et d'ailleurs, pour être honnête, même en tant que joueur, à beaucoup de tables où j'ai joué à des jeux de rôle où on se disait ouais vas-y on va expérimenter ce jeu, etc., tu te rends bien compte qu'en fait juste en fonction des gens qui sont autour de la table et du MJ, bon le jeu tu vas pas y jouer by the book, hein, parce que très vite on tord une petite règle par-ci, on change un petit truc par-là, même dans certaines conventions où je suis allé à la table de la personne qui fait tester le jeu, les gens n'utilisaient pas toujours toutes les règles du jeu. Donc en vrai, ce côté, oui, il y a une sorte de manière pure de jouer un jeu, ça ne me correspond pas vraiment. Je peux encore moins répondre à cette question, dans le sens où si dans un jeu, il y a des choses qui me posent souci, en fait, très rapidement, soit ça me fait tellement chier que je vais changer de jeu, tout simplement, que c'est pas un jeu qui m'intéresse. À la première partie, je n'ai pris aucun plaisir, je vais changer de jeu. Et peut-être que je vais piquer quelques trucs qui me plaisaient, mais qui, l'ensemble du jeu m'intéresse pas, mais il y a des trucs que j'ai lus qui m'ont intéressé sur le papier et que je vais pouvoir importer ailleurs. Ou alors, s'il y a quelques petits trucs qui me posent souci à la marge, bah en fait, je vais juste les modifier. Donc, jouer by the book et dire qu'il y a un jeu qui m'a posé vraiment souci au départ. Et en fait, à force de vraiment travailler et de surpasser les 4-5 premières parties, finalement, je suis enfin arrivé à comprendre pourquoi ce jeu il était génial. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai vécu et qui m'intéresse. Parce que vraiment, question de temps. Moi, ce que je préfère dans le jeu de rôle, c'est le côté créatif, le côté homebrew, etc. C'est pas de jouer les campagnes écrites par un autre, ni de respecter à la lettre un système pour, à un moment donné, toucher à une émotion que l'auteur a particulièrement envie de faire passer avec 300 pages d'explication de règles. Ce n'est pas ce que je recherche. Voilà. Simple question de gestion de temps et d'envie. Je ne veux pas... je sais qu'il y a des gens qui adorent tester des jeux en boucle pour aller chercher ce petit truc, mais moi, ça ne me parle pas. Quel est ton top 3 de suppléments communautaires gratos pour Shadow Dark? Alors, je ne sais même plus lesquels sont gratos, lesquels sont machin, etc. Je réponds un peu au débeauté, là. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y en a aucun qui est gratos. Alors déjà, première chose, je me sers très très peu de suppléments parce qu'en fait, j'ai pas du tout fini de faire le tour de Shadow Dark et de tout ce qu'il y a en fait d'officiel. Donc en fait, je me sers pas tellement de suppléments. Je dirais que, sans faire un top 3, les donjons de Cersa Victory sont très intéressants dans le sens où il a une approche vachement par le game design et en plus, comme il y a quelques vidéos, il explique comment il fait ses donjons, plus il a des cours que vous pouvez acheter, moi je les ai achetés, des cours un peu où il donne voilà, des astuces de game design, etc. Moi, je les ai achetés, je me suis fait plaisir, un petit peu comme un petit guide de MJ, vous voyez. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une approche, je sais pas pourquoi je tiens un livre, parce que là, on parle pas de ça. On parle des donjons de Cersa Victory pour Shadow Dark. Qu'est-ce que je voulais dire? Ces donjons, ils ont un côté, ouais, il y a des pièges originaux, des trucs assez originaux en termes d'expérience de jeu. Et comme vous pouvez avoir sa grille de lecture, bah, c'est intéressant parce qu'il y a une double lecture du donjon, vous voyez. Vous avez le côté, il crée des donjons et en plus, il explique comment il est fait. Et mettre les deux en corrélation, je trouve que ça rend la chose un petit peu plus intéressante, ça ajoute un petit peu de profondeur, ça donne envie de tester, quoi. Ensuite, il y a le truc Unnatural Selection, qui est pas gratuit du coup, mais qui rajoute pas mal d'ancestry, pas mal de classes, mais surtout bestiaires, objets magiques, des tables pour transformer les monstres, etc. Il y a plein de nouveaux sorts. Il y a plein aussi il y a aussi des tables pour peupler un petit peu les donjons, créer des petits twists et tout, des tables aléatoires supplémentaires. Donc il est vraiment très très complet. Et en plus, il a un style, il a vraiment une proposition. C'est pas il est évocateur en fait comme bouquin, je trouve. Donc il est vraiment sympa. Et après, là, j'ai pas beaucoup de trucs qui me viennent en tête là directement qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de choses que j'ai lues, mais pas des trucs en mode ah, il faut vraiment que j'y joue, il faut vraiment que j'y aille. Genre, je sens une urgence à me servir de ces choses-là, donc je vais m'arrêter à 2, même si j'ai lu plein de trucs qui m'ont inspiré à droite à gauche. Genre, dans tel truc, vous allez avoir des listes d'objets en plus, vous vous dites ah, si j'ai ça sous le coude, ça peut toujours être utile. Enfin, mais voilà, je vais vraiment pas dire que ça peut appartenir à une sorte de top 3. Peut-être qu'un jour j'aurai un top 3, mais bref. Est-ce que tu t'es déjà senti lassé par ta propre campagne et avoir envie d'y insuffler une petite grosse dose de nouveauté? Oui, très souvent, très souvent, très souvent. Je me sens rapidement lassé de campagne.
Non pas de les jouer à proprement parler, mais par exemple de me sentir que j'ai pas grand-chose à préparer parce que j'ai déjà préparé tellement de trucs que le temps que les PJ ils arrivent à ça, à avoir tout découvert, ben j'ai rien à créer et moi j'ai envie de créer. Il y a aussi le côté être lassé parce que j'ai envie de jouer à autre chose. Et donc, effectivement, ajouter des nouveautés, c'est un bon moyen de faire les choses. C'est-à-dire que vous avez préparé un truc, finalement, vous le balayez d'un revers de la main, vous mettez un autre truc si ça vous fait plaisir. Il faut juste faire attention, en fait, à pas casser, selon moi, les attentes des joueurs. C'est-à-dire que sinon, c'est le MJ qui rythme tout, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une zone à explorer et qu'au bout de 3 sessions, vous vous dites ouais, mais moi j'ai commencé à créer la ville d'à côté, vas-y, je les emmène dans la ville d'à côté parce que c'est ça que je suis en train de créer, c'est ça qui m'excite. Il y a un peu un côté genre, en fait, les PJ ils sont juste obligés de faire ce que vous voulez, quoi. Donc en fait, il y a quand même, je trouve, une sorte de pacing à respecter, genre des attentes des joueurs. Et en fait, le meilleur moyen de le gérer, selon moi, c'est la transparence, en fait. De un moment mettre le sujet sur la table, genre un peu de dire ouais, est-ce que vous avez envie qu'on fasse que la campagne parte dans une certaine direction, on se laisse combien de temps, qu'est-ce que vous voulez encore régler dans cette zone avant qu'on passe à la suivante, par exemple, si vous fonctionnez un petit peu de manière régionale pour vous renouveler, etc. Après, vous pouvez aussi mettre des gros événements qui peuvent vraiment chambouler les choses. À un moment donné, mettre ce monstre rigolo qui a un peu rien à voir avec l'histoire à tel endroit parce que vous êtes dans un bac à sable et pourquoi pas. Il y a plein de moyens de renouveler. Mais je pense que ouais, découper un petit peu en phase, vous dire qu'au bout d'un certain temps, vous posez la question autour de la table de est-ce qu'on ne change pas de direction dans la campagne et tout, c'est un bon moyen de renouveler, effectivement. Après, je vais être honnête, moi, ça va un peu sur la deuxième question. As-tu un joueur récalcitrant, pas dans le même mood que les autres, au point où tu en es arrivé à devoir te séparer de ce joueur? Bah oui, plein de fois. Alors moi, voilà, c'est ça le truc en général qui va le plus me donner envie d'arrêter une campagne, c'est soit les problèmes d'organisation, genre ok, il y en a un il est pas là cette semaine-là, l'autre il est pas là la semaine suivante et l'autre il est pas là la semaine suivante. Ok, on avait prévu de jouer toutes les semaines, sauf qu'en fait ça va être tous les mois, donc ça c'est un tue-l'amour pour moi. Et il y a ouais effectivement des joueurs chiants. Après moi j'ai du mal à virer des joueurs, je suis pas très frontal. Je peux aller dans le conflit, mais il faut vraiment me faire monter dans les tours. Et des fois, parfois, je devrais être un peu plus direct, je pense, parce que des fois, il y a des trucs, il y a des joueurs, en fait, je me les trimballe sur plusieurs parties. Et honnêtement, je sens qu'on n'est pas compatible. Alors, au demeurant, on peut discuter d'autres sujets, on peut parler de jeux de rôle, etc. Mais quand c'est que de la remise en question de ouais, ça, j'ai envie qu'on change ceci, j'ai envie qu'on change cela. Quand c'est ouais, en fait, je sais pas trop pour ce jeu. Enfin, genre, en fait, des gens, je sais pas, il y a des gens qui vous font chier. Et il vaut mieux s'en séparer, ça c'est une certitude, et moi je le fais pas assez vite parfois. Quelles sont les lectures du moment, pas forcément que JDR? Alors mes lectures du moment, je lis L'âme du cardinal, c'est pas mal, mais je lis très lentement, hein. C'est-à-dire que c'est quand je pars en vacances, quand je prends le train, quand je fais pas autre chose. Parce que sinon je suis tout le temps un peu... Je lis Les Lames du Cardinal. D'ailleurs là je vais avoir le temps un peu de lire ça, puisque je vais partir un peu quelques jours, et donc ça va me permettre de lire ça. Après, en termes de jeu de rôle, là, je vais commencer la lecture de Tokyo Otherscape, qui est enfin sorti dans une version à peu près terminée. Alors, c'est pas la version finale, il manque des illustrations. En tout cas, le système de règles est sorti et je suis très impatient de le lire, puisque non seulement, en fait, ça ressemble un peu à 2D6 plus bullshit, vous voyez. Tokyo Otherscape, c'est par ceux qui créent City of Mist. Donc, si vous remontez un petit peu dans la généalogie, non, la chronologie de la chaîne, à un moment donné, je parlais pas mal de ça. Et donc tout ça, 2D6 plus bullshit, moi c'était vraiment ce truc de City of Mist qui m'avait plu, mais il y avait les moves, il y avait tous les trucs qui m'énervent en fait. Je comprends pas pourquoi il y a ça, moi. Et en fait, ce qui est super cool là avec Tokyo Otherscape, c'est que ils vont enlever les moves, ils vont faire un système unifié de jet de dés, et j'avais envie de dire, mais enfin quoi, vous m'avez écouté. Bon, ils m'ont absolument pas écouté, mais je pense qu'à force de playtest, etc., ils se sont rendus compte que les moves étaient encombrants dans leur système en fait, ils ne sont pas un jeu PBTA en fait, et je suis très content qu'ils se débarrassent des moves pour la suite. En plus, je crois que c'est un peu rétroactif sur City of Mist, hein, ça va pas venir vous péter votre partie de City of Mist si vous voulez utiliser les règles différentes de Tokyo Otherscape. Puis là en plus, il y a le Kickstarter de Legends of the Mist, donc leur prochain jeu. Donc tout ça va vraiment être le truc que j'aimerais bien jouer. Genre, ça fait un moment que je l'attends, j'ai vraiment envie d'y jouer. Bon, là, j'ai 2 campagnes de Shadow Dark, et voilà, on en parlait plus tôt. Il va falloir voir comment on va faire au niveau du temps. Est-ce que pour toi, une campagne doit durer longtemps, très longtemps, pour avoir un sentiment de réussite? Non. Non, pas du tout. En fait, la majorité des campagnes que j'ai faites récemment, certains ne diraient même pas que c'est des campagnes. De manière un peu pédante, ils diraient « Ah non, ça c'est un long scénario, monsieur. Ouais, ferme-la !» Non, moi j'ai fait pas mal de petites campagnes, entre 4 à 10 sessions. C'était vraiment ça mon rythme. Et j'avais pas de sentiment de pas réussite. Par contre, il y a un vrai truc cool dans les longues campagnes que tu t'auras
qu'on n'aura pas dans des campagnes plus courtes selon moi. C'est vraiment, je trouve, un sentiment de on commence à connaître vraiment l'univers. On commence à vraiment connaître le système. On commence à connaître vraiment les joueurs. On a une vraie dynamique autour de la table et on va explorer plein de choses différentes dans une même histoire, dans un même continuum. Et ça, c'est vraiment du long terme, quoi. Retrouver les gens toutes les semaines pendant 6 mois, ça crée quand même des liens, ça fait qu'on a beaucoup plus aussi. En fait, ça revient un peu à ma question du temps dans le jeu de rôle dont je parlais dans une vidéo précédente. C'est pas tellement la durée en fait, parce que si votre campagne elle dure 1 an mais que vous jouez tous les 3 mois, excusez-moi, mais bon. Ça revient à faire une petite campagne finalement. C'est plutôt une question de la fréquence en fait et du temps vraiment qu'on va passer avec les gens. Le fait de passer 4 heures par semaine avec le même groupe sur la même campagne, sur le même jeu, depuis plusieurs mois, vraiment je vois une grosse différence dans ce que ça génère en fait. Ça fait qu'on a beaucoup plus de temps déjà, donc on n'est plus tout le temps à essayer d'optimiser en permanence, etc. On peut vraiment quasiment se faire des sessions où on réfléchit sur le jeu auquel on a envie de jouer ensemble et tout. Et on n'a pas l'impression d'avoir perdu du temps parce que quand on fait ça, ensuite ça veut dire qu'on doit attendre 3 semaines pour rejouer, vous voyez. Alors que à l'inverse, moi j'ai vu des campagnes où dès lors qu'il n'y avait pas un joueur, on changeait la manière de s'organiser, ou alors on faisait des sortes de pauses méta, des débriefs presque aussi longs que la partie, vous voyez, alors qu'on joue toutes les 3 semaines. C'est saoulant, quoi. Donc vraiment, jouer sur le long terme, ça apporte vraiment des choses supplémentaires qui ne sont pas permises autrement, mais ça ne fait pas que il y a plus un sentiment de réussite en soi. En dehors du fait que, je dirais que le sentiment de réussite qu'on peut avoir, c'est de réussir à bien fonctionner ensemble. Ça, c'est satisfaisant de se dire quand on a un problème, on en discute. Là où sur justement des campagnes avec des échéances beaucoup plus séparées, des fois, on met un peu sous le tapis parce qu'on se dit, bon, de toute façon, on va pas se voir avant un mois. Et on se dit, ouais, tant pis, on verra la prochaine partie dans un mois. Et en fait, on n'a pas le temps, justement, de parler plus que ça. Enfin, je sais pas comment me dire ça, mais bref. Est-ce que tu pourrais nous faire un listing des sources bouquins que tu utilises très régulièrement pour créer ton matériel jouable? J'ai déjà préparé une vidéo qui va sortir très bientôt là-dessus, ce week-end, je crois. Même si je vais pas lister toutes les sources. Etc. Je trouve que c'est trop en fait. Déjà, c'est une sorte d'incitation à acheter des trucs à laquelle je n'ai pas envie de participer. Donc j'ai vraiment essayé de sélectionner des trucs dont je me sers assez souvent pour cette vidéo. Et il n'y a pas de trucs dont je me sers vraiment ultra régulièrement. Ce que je vais vous donner, je m'en sers régulièrement, mais je m'en sers pas à chaque fois en fait. Je change tout le temps de choses, etc. Et je vous invite à explorer en fait, à faire alors c'est un peu bizarre dit comme ça fait un peu genre TG, fais tes recherches. C'est pas l'effet que j'ai envie de donner, c'est que je peux pas vous prescrire ce qu'il faut faire, quoi. Et en plus, j'en ai pas envie, ça me prend du temps. En fait, j'ai juste pas envie de le faire. C'est ça, honnêtement. J'ai pas envie de mettre des liens URL partout. Eh oui, si tu veux trouver le petit truc dont j'ai parlé pendant 1 seconde dans ma vidéo, je te la mets là. C'est pas que la question est mauvaise, c'est juste que moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc là, je vous ai fait une vidéo parce qu'il y avait beaucoup de monde qui demandait sur 4-5 bouquins que je trouve intéressants. Mais en fait, moi, je prends tout ce qui me passe par la main, quoi. Je lis plein de jeux de rôle et je peux pas vraiment les trier en termes de à quel point ils sont importants, etc. Ce qui me semble vraiment important, en fait, j'en parle dans mes vidéos. C'est aussi simple que ça. Alors, il y avait une question FAQ, raconte ta première expérience comme joueur MJ. Je pense l'avoir raconté dans d'autres vidéos, donc je vais me permettre de passer à côté. Désolé. Est-ce que tu as un avis sur à quoi s'attendre pour le JDR dans les 10 ans à venir, prospective et opportunité après étude de marché? Non. Non, pour moi, le jeu de rôle, c'est unique en son genre comme truc. En fait, il y a vraiment une énorme liberté créative, ce qui fait que ça ne s'éteindra jamais, en fait. Et en plus, il n'y a pas besoin de la fame. Le jeu de rôle, c'est cheap, en fait. Genre, c'est-à-dire que s'il y a 3 personnes qui ont envie de faire du jeu de rôle avec vous, qu'il n'y a plus jamais de nouveaux jeux de rôle qui sortent, c'est pas grave, vous pouvez continuer à jouer toute votre vie au jeu de rôle et faire ce que vous voulez. Donc, les histoires d'études de marché, de prospective et d'opportunité ne m'intéressent pas tellement. Je pense que c'est des questions qui s'adressent plus aux gens qui font du jeu de rôle un divertissement, par exemple. Est-ce que je vais pouvoir me faire sponsoriser un truc de jeu de rôle pour pouvoir créer des décors, tout ça? Ceux-là, ils doivent vraiment se poser plus de questions. C'est aussi une question qui se pose pour les éditeurs, etc., d'avoir des clients pour acheter les trucs. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que dans le marché du jeu de rôle, il y a quand même des gens, tout simplement comme moi, qui font vivre le marché. C'est-à-dire qu'ils achètent tout. Et ensuite, il y a des gens qui viennent essayer de vous gratter sur Discord. Ils font t'as pas le PDF, tu peux me l'envoyer? Bon. Donc en fait, je sais pas.
Je sais pas si le jeu de rôle dépend vraiment de son marché, je sais pas comment d'un marché tout simplement en fait, pour vivre. Donc moi je m'inquiète pas trop, je pense que je pourrais faire du jeu de rôle tout le temps, peu importe, la popularité que ça peut avoir et cetera. Après, il peut y avoir un développement sur des nouvelles formes de jeux de rôle effectivement, comme on peut voir, l'actual play par exemple, c'est vraiment une nouvelle forme de jeu de rôle, hein, ce côté représentatif. Il y a aussi les jeux de rôle grandeur nature de plus en plus immersifs avec la VR, peut-être des trucs comme ça, qui vont être en fait plutôt des nouveaux embranchements que vraiment une sorte de progression. Des manières différentes de pratiquer le jeu de rôle, mais j'avoue que je suis pas trop ça. Moi, je suis vraiment très jeu de rôle sur table, création par soi-même. Et bien sûr, j'adore lire des nouveaux jeux de rôle, etc. Mais je pense qu'il y a déjà tellement de jeux de rôle qui existent, c'est vraiment une dinguerie que bon, ce serait pas mort d'homme si, voilà, enfin je sais pas, non, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ensuite, c'est des trucs par rapport à des lives, etc. Quel est ton dé préféré? Mon dé préféré, c'est lui, il est à côté de moi, je fais ça quand je réfléchis. Et je ne le lance pas, parce qu'il pourrait casser la table. Ensuite, il y a des trucs qui me semblent plus appropriés pour des vidéos ou des trucs où je sais pas vraiment trop répondre. Je vais vraiment les passer. Je suis désolé. Je vais aller vers des trucs où je pense avoir une réponse. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais j'aimerais des conseils sur comment réintroduire dans la partie un joueur dont le PJ précédent est mort. Faut-il que le nouveau PJ recommence au niveau 0? Est-il plus intéressant d'utiliser un vieux PNJ qu'un PJ neuf? Comment recréer un lien avec les autres PJ? À cette question, je vais pas répondre très spécifiquement aux 3 petits bullet points. En fait, je vais essayer de la prendre plus dans sa globalité. Pour moi, lorsqu'il y a un PJ qui meurt parce qu'il est mort ou qui décide de quitter la campagne, etc., et parce que le joueur a envie de changer de personnage, etc., l'enjeu n'est pas tellement de est-ce qu'il va recommencer niveau 0 ou pas, est-ce qu'il va machin et tout. L'enjeu, c'est vraiment comment le joueur va faire pour réintégrer la partie avec un personnage qui lui plaît et réussir à se réintégrer au groupe. Et en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de c'est mieux, c'est moins bien. En fait, c'est un peu comme la création de personnages. C'est comme s'il fallait refaire une sorte de micro-session 0. Il va y avoir des ajustements à faire. Et en fait, le mieux pour moi, c'est de proposer des options. Est-ce que tu ne retournerais pas à plus bas niveau? Parce que finalement, dans notre univers, il n'y a pas beaucoup de personnages hyper puissants, etc. Et en fait, au fil des sessions, on te fait rattraper plus vite le groupe en termes de niveau pour que tu reviennes au même niveau qu'eux. Ça peut être une présentation. Ou alors, est-ce que tu veux tout de suite être de leur niveau? Mais dans ce cas-là, bon, ça va faire un petit peu bizarre, il va falloir trouver des bonnes raisons. Et en fait, vraiment travailler avec le joueur, c'est pareil. Je vais pas dire à un joueur, bah, prends un vieux PNJ, c'est mieux qu'un PJ neuf. Je pense que c'est plutôt au joueur d'en juger. Et donc, en fait, la question fondamentalement, c'est si vous êtes sur un petit groupe, on va dire un petit groupe qui a le temps de discuter, etc., comme on disait, partie à la semaine, etc., vous pouvez discuter de tout ça. C'est vrai que dès lors que vous êtes en table ouverte, qu'il y a plus un truc comme ça, ou alors que ouais, c'est plus gros orga, etc., prendre le temps à chaque fois qu'il y a un PJ qui meurt de lui faire tout un truc, etc., ça va être chiant, il va falloir une règle stricte et précise, mais je pense que ça dépend vraiment de votre format de jeu. En fait, il n'y a pas de truc mieux, moins bien, il faut juste statuer au départ, bon, bah, on fait une table ouverte, et voilà les règles de création de personnage, voilà ce qui se passe quand votre personnage meurt, etc., etc. Parce que si vous commencez à faire des trucs et des machins à droite à gauche sur de la table ouverte, il peut y avoir ce côté, ça peut casser l'expérience de jeu. On n'a plus l'impression de jouer tous au même jeu. Mais par contre, dès lors que vous êtes un petit groupe qui se voit toutes les semaines et que tout le monde est OK, la question se pose beaucoup moins, je pense. Faut juste faire attention un peu aux abus. Au bout d'un moment, je peux comprendre que ce soit chiant qu'un joueur, par exemple, il se fasse suicider son personnage en boucle, je sais pas quoi, il peut y avoir des trucs un peu bizarres, mais qui sont pas vraiment liés à la question initiale. Enfin, bon, bref. Et en gros, comment recréer du lien avec les autres PJ, etc. Je pense qu'en fait, c'est plus une question de skill de joueur et il faut essayer de l'aider. Et il faut pas essayer que ce soit parfait dès la première session, je pense. Parce qu'en fait, le truc un peu bizarre, c'est qu'à force, par exemple, de chercher à créer la narration parfaite, eh bien, je trouve qu'on a tendance à changer notre manière de jouer à certains jeux. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux, la mort fait partie de la mécanique de jeu, ça fait partie des trucs, etc. Et en fait, on est tellement attaché à l'histoire, etc., que d'une certaine manière, on va commencer à se dire « Ah ouais, bon, normalement, dans le jeu, quand on n'a plus de points de vie, on est mort, mais là, je vais sauver les PJ parce que la galère de remettre un nouveau PJ, etc. et tout. » Et je trouve que là, on dénature le jeu. Et en fait, le faire en tant que MJ un peu en soum-soum dans son coin, c'est vraiment pas une bonne idée. En tout cas, moi je déteste en fait concrètement quand je suis joueur et que j'ai vraiment l'impression que le MJ contrôle les règles pour s'éviter des emmerdes. En fait, je préfère faire face à ces ennuis, et encore c'est vraiment un grand mot parce que pour moi ça fait partie de l'expérience de la campagne. Je préfère le faire en transparence et discuter avec les joueurs, ok, ton personnage pour l'instant il colle pas trop au groupe, est-ce qu'on lui rajouterait pas un petit truc qui va faire qu'il colle au groupe, et essayer de faire en sorte que ce soit les joueurs entre eux qui cherchent les solutions
pour que de la manière la plus naturelle possible, on arrive à faire coller des personnages ensemble en fait. Pas en prendre la charge en tant que MJ. Pour moi, ça c'est plus une question de joueur. En fait, ce qui concerne les personnages, le fait qu'ils créent des liens avec les autres personnages, qu'ils choisissent s'ils veulent utiliser un vieux PNJ, un PJ9, etc., ça les concerne plutôt eux, concrètement. Je vais terminer sur cette question. Comment faire des aventures où les PJ se sentent une prise directe par leurs actions et leurs paroles dans les intrigues politiques d'une cité? Pour moi, alors j'ai jamais fait vraiment de campagne vraiment axée là-dessus. J'ai fait des campagnes où le décor c'était une cité, mais où par exemple on allait avoir de l'ellipse, des trucs ou du jeu à mission dans une ville, mais où on n'est pas vraiment dans du bac à sable à jouer les intrigues politiques. Évidemment, les joueurs pouvaient faire des actions qui allaient avoir un impact sur les intrigues politiques, mais c'était pas, on va dire, le rôle principal de leur personnage, on va dire. Donc j'ai pas vraiment de retour d'expérience très précis là-dessus. Néanmoins là, dans la Shadowmarch, on arrive un peu à un truc comme ça. On a fait un point crawl, là on a fait ensuite un X-crawl, et maintenant on arrive dans un truc un peu plus urbain, qui est un petit peu différent. Et je me suis posé la question comment je vais faire pour les rattacher aux intrigues politiques, etc. Donc pour moi, il y a plusieurs angles. Déjà, la première chose, c'est que pour avoir vraiment une influence politique à proprement parler, il faut que le personnage ait de l'influence, littéralement. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui lui fassent confiance, qui peut-être il fasse partie d'une guilde, d'une institution, qui lui donne une certaine symbolique dans la ville, un certain pouvoir de décision, etc. Forcément, si on a des personnages comme ça va faciliter ces intrigues politiques. Et donc pour ça, il y a des jeux spécifiques. Je pense, vous cherchez des jeux Powered by the Apocalypse sur Internet, je suis à peu près 100% sûr qu'il y a des jeux comme ça. J'en avais vu pour un peu des jeux Game of Thrones et tout. Vous faites vos recherches, vous tapez PBTA game, role-playing game, machin truc pour machin bidule, et vous trouverez sûrement quelque chose. Faites vos recherches. Maintenant, si on est plutôt sur un truc d'aventure, etc., où on se dit, voilà, nos PJ, maintenant, il faudrait qu'ils puissent avoir une prise directe un petit peu sur la politique et tout, honnêtement, je me pose la question, puisque dans la Shadowmarch, c'est un des enjeux actuels. Donc, en fait, déjà, première chose, on peut avoir un impact sur les intrigues politiques sans avoir spécifiquement un personnage qui est un politicien. C'est-à-dire que si vous volez l'artefact qui permet à tel, je sais pas, chef de culte d'être le chef de ce culte, bon, bah, ça va sûrement avoir un impact politique. Si vous poignardez le roi dans la rue en faisant « Mort au roi, eat the rich !» vous venez planter le roi là en pleine rue, etc. Bon, bah, ça va avoir un impact sur les intrigues politiques. Pour autant, votre personnage, c'est pas vraiment un politicien, il n'a pas vraiment une influence politique à proprement parler, il a influencé l'histoire en mettant un coup de poignard dans le dos à quelqu'un d'important. Donc déjà, ça c'est une chose, c'est-à-dire que juste en jouant des aventuriers qui font des cambriolages ou des assassins ou des espions, etc., on peut flirter avec le politique sans pour autant avoir nécessairement comme agenda jour après jour d'avoir un personnage qui s'investit dans la vie politique. Voilà. Maintenant, si on veut qu'ils s'investissent un peu plus vraiment dans les intrigues politiques et tout, en partant d'une campagne dont c'est pas le postulat de base, par exemple de Shadow Dark, je pense qu'il faut introduire des nouvelles mécaniques pour le faciliter. J'y ai un peu réfléchi et je pense créer un système de réputation, tout simplement. Vous dites que auprès de chaque faction, ils peuvent améliorer leur score de réputation en faisant des actions, et vous le mettez un peu de manière méta sur la table en disant aux joueurs, bah voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à acquérir des trucs. Ça va les aider à progresser, je pense, leur donner rendre ça un peu plus visible. Sinon, ça peut être un peu flou, ténu, et en fait, ils vont reposer que sur vos accroches, et vous, en tant que MJ, qui leur montrez les choses, etc. Alors que là, ils ont quand même, ça leur donne une sorte de carte, en fait, de qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait. Ça leur donne des idées, des listes d'actions possibles. D'ailleurs, cette idée, elle m'est venue suite à une conversation avec quelqu'un sur Discord, je ne me souviens plus de son nom, mais je le remercie. Et donc voilà, ça peut vraiment aider, je pense. Si on sait qu'en améliorant notre réputation envers telle faction, on va améliorer tous nos jets de charisme, entre guillemets, dans cette faction, et plus globalement, en fait, on voit notre progression dans ce sens-là, ça va créer une boucle de gameplay qui va consister, en fait, à améliorer notre relation avec cette faction, et donc faciliter et même encourager le fait de s'impliquer dans les intrigues politiques d'une cité et finir par arriver à un niveau d'influence dans cette faction qui va nous permettre de faire des choses. Donc voilà pour les questions. Il reste des petits trucs et tout qui pourraient être sujet de vidéos, de live, etc. Je les garde de côté, je les ai lus, mais je ne vais pas y répondre ici parce que je pense que la vidéo est déjà bien. Je vais juste finir la vidéo en remerciant tous les gens qui soutiennent sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes désormais 42. Merci beaucoup. Donc merci Cédric, Kramalimedov. Alors, ça va être trop rigolo, les noms sont super compliqués. Morel, ça passe. Morel, merci d'avoir un nom simple. Nazold, c'est ok. Widge, ça va. Altanamir, merci beaucoup à toi aussi. Adriloman, ok, c'est ok tiers. Steven, simple, j'aime. Traitor, c'est cool. Paul C, Mr. Moon, Matt Gray, I'm Régicide, oh en vrai ça va. Bastinus Rex, Paul, Montmichel, ah là on a une pépite. Van Hyren, je ne sais pas le prononcer, merci à toi. Fenir, Slevin,
Machu Picchu, Adrian. Ipsum peps lorem. Ça... Attendez. Ipsum peps... Ça sent le truc tapé... Je sais pas, peut-être ça a un sens, mais ça sent aussi le truc tapé rapidement sur le clavier. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Peut-être que je rate quelque chose. Benjamin... En tout cas, merci. Benjamin Aerbelli. Throdo, Thomas Earth, Hervé le jurislateur, Eric, Andrax, Ita, Grad, Guillaume, Christophe, Felgrim, Numerus, Ted, Frizelis, Stéphane, K, David, L, Alex Fage, Waya, Katet et Raven. Merci à tous et à toutes pour votre soutien sur Tipeee. Ça fait vraiment la différence, ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Wow, wow.